Merci à vous de nous rejoindre dans le cadre de l'Intelligent Club de ce vendredi. Manifestation anti-Tcham au siège du PDCI, manipulation ou rebondissement. Moyen-Orient, comment arrêter la saignée entre Israël et ses adversaires dans la région? Le débat s'ouvre dans quelques instants. Hier, jeudi 12 juin, une foule de jeunes surexcités se déportait devant le siège du PDCI RDA à Abidjan pour réclamer une alternative à la candidature de Cheikh Tidiane Tcham à la candidature du parti pour la présidentielle d'octobre 2025. Très vite, la direction de l'ancien parti unique a dénoncé l'instrumentalisation de ces badauds par des mains tapis dans l'ombre. On écoute ici l'honorable Dia Oufoué, vice-président du parti, qui fait des précisions. Vous avez vu aujourd'hui, il y a des badauds qui sont venus au PDCI RDA pour manifester, pour demander on veut plan B, on veut plan B. Des badauds, hein. Et malheureusement, beaucoup ont porté les chaussures que les portent là. C'est pourquoi ça fait que les gens pensent que quand tu portes chaussures là, c'est que tu n'as pas réussi. Ok, ça là, c'est chaussures de combattants. Ils sont venus pour manifester devant la maison du parti. Quand moi je les ai vus, j'étais content. Parce que ça montre clairement que nous, à notre niveau là, on a déjà choisi notre candidat. Et au début, beaucoup de personnes ont pensé qu'eux, ils pouvaient être candidats pour devenir président de la République. Tout le monde peut faire ça, hein? Je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat. Et puis, quand la période de parrainage commence là, qu'on arrive à la période de parrainage, tu vois que tu n'as aucun personnel politique à ta disposition. Donc, tout d'un coup, ils ont dit qu'ils veulent revenir au PDCI. Et comme, depuis ils crient, on ne les écoute pas, ils ont envoyé les bateaux pour crier plan B, plan B, plan B. Nous, on les regarde. Ce parrainage-là, c'est compliqué pour avoir ça. Jean-Richard Nguessan, Soro Djabiga, bonsoir. Bonsoir, Adi. Merci d'être encore là pour le décryptage de ces différents sujets d'actualité qui vont nous conduire de la Côte d'Ivoire au Moyen-Orient pour évoquer donc tous ces grands sujets qui marquent l'actualité de ce vendredi 13 juin. Jean-Richard, revenons en quelques minutes sur les faits qui ont justifié la sortie de l'honorable Dia Oufoué, vice-président du PDCI. Vous savez, depuis quelques mois, depuis, on va dire, 2 années maintenant que le président Tidiane Tcham a fait son entrée sur le devant de la scène politique. Il est porté par un certain nombre de militants du PDCI RDA. Et vous savez que depuis que cette situation, les procédures judiciaires se sont enchaînées à son encontre, certaines personnes au niveau du PDCI RDA estiment qu'il faut penser à un plan B puisqu'il a été retiré de la liste électorale. Et pour certains militants du PDCI RDA, il n'y a véritablement pas de plan B. Tcham est le plan A jusqu'au plan Z. Au regard de cette situation, on a vu certains jeunes, comme on l'a vu, manifester pour estimer qu'il faut passer, pourquoi pas, à autre chose au regard de la situation du président Tcham. Et je pense, pour analyser les faits, je pense que il peut y avoir, c'est vrai, de la manipulation, il peut y avoir, c'est vrai, ça pourrait être un rebondissement. Vous savez, au niveau du PDCI RDA, l'actualité qui nous est donnée de voir, malheureusement, n'est pas par moment une très belle actualité. On sait, l'affaire Valérie Yapo a cristallisé l'actualité pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. On a eu l'affaire Bion qui estime depuis octobre 2011 qu'il sera le candidat en 2025. Il a réaffirmé il y a seulement quelques heures avant cette manifestation. On a eu l'épisode avec Jean-Yves Esso, on a eu l'épisode avec Aka Ojo. Il faut dire que il y a tellement d'épisodes qui se succèdent au niveau du PDCI RDA qu'on s'y perd un temps soit peu. Maintenant, la sortie de ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont véritablement du PDCI RDA? Est-ce qu'il y a une volonté de créer une sorte de manipulation? La question reste posée. Mais pour ma part,
ces jeunes-là pourraient être aussi attendus. On pourrait les considérer, pourquoi pas, comme des candidats du PDC-RDA, parce que certains... Excusez-moi, comme des militants du PDC-RDA, parce que certains aussi estiment dans le parti qu'il faut songer à un plan B. Pourquoi pas? Peut-être que c'est ces personnes qui restent silencieuses, que les jeunes ont décidé de représenter ces personnes-là, notamment pour exprimer leur voix. On attend de voir. C'est vrai qu'au niveau du PDC-RDA, on a vu le député déjà condamner cette manipulation. Mais au niveau du PDC, il faut dire que certaines personnes estiment, à l'image de Bion, qu'il faut penser, pourquoi pas, à un plan B. Peut-être il serait, pourquoi pas, peut-être derrière cette manifestation, qui sait. Bon, ça c'est une autre piste de réflexion. Toujours est-il que quand on parle de militants ou de sympathisants, il y a quand même le fait qu'on doit être répertorié dans les fichiers du parti. Quand on est au moins militant, je veux dire que quand on s'en va manifester, vous devez plus ou moins avoir des connexions à l'intérieur du parti, on doit pouvoir reconnaître ces jeunes qui manifestent, alors que là, visiblement, dans le parti, avant le début de l'émission, on a interrogé certaines sources bien introduites au sein de l'appareil décisionnaire du PDC-RDA et on nous informe que personne ne connaît ces jeunes gens qu'on a vu déferler hier devant les locaux de l'ancien parti unique. On ne sait pas d'où ils viennent, leur accoutrement, ont dénoncé certains responsables du parti, étaient aux antipodes de ce que l'on a l'habitude de voir des militants du PDCI, même des sympathisants quand il y a des manifestations du parti. Alors, Soro Djabiga, quelle analyse faites-vous de la réaction de l'honorable Diaoufoué qui estime que certains se cachent derrière ces jeunes gens? Oui, je suis d'accord avec l'honorable Diaoufoué. Ce qui nous a été donné de voir hier est une manœuvre politique qui vise, bien entendu, à déstabiliser le parti. Et aucun mécanisme n'a permis d'identifier ces badauds qui manifestaient. C'est une situation qui est inattendue, qui n'est pas... Le PDCI n'est pas habitué à ce genre de situation. Le PDCI est un parti responsable. Vous l'avez dit tout à l'heure, même les militants de base, même les simples militants, quand ils manifestent, on sait les identifier, on sait leur attribuer une base sociologique. Mais ce qu'on a vu hier, ce sont des jeunes garçons qui ont porté des simples t-shirts, des culottes, des léquets, comme on l'appelle sous nos cieux ici. Des gens qu'on ne peut pas identifier. Et quand on entendait leur niveau de langage, le PDCI, quand même, qui est un parti responsable, il est difficile de dire que ces gens-là sont du PDCI. Tout porte à croire qu'ils ont été loués, ils ont été payés pour venir déstabiliser, pour venir semer le trouble au sein du parti. Comme vous pensez qu'on leur a mis des mots à la bouche? Oui, j'ai vu sur une page Facebook un membre du parti qui faisait un témoignage qui dit qu'il a pris de côté un jeune manifestant pour lui demander au juste qui vous a fait venir, qu'est-ce que vous voulez. Le jeune ne savait même pas pourquoi il était là. D'autres même se mélangeaient dans leurs propos. Pendant que les camarades scandaient, on veut pas Thiam, d'autres disaient on veut Thiam, d'autres disaient on veut un plan B. Il dit qu'il a demandé à un manifestant, mais vous voulez un plan B. Le plan B, ça veut dire quoi? Le gars lui répond, on m'a donné de l'argent pour manger du gaba, on m'a donné du transport, voilà pourquoi je suis là. Vous comprenez que c'est compliqué. Et ce sont des manœuvres, ça fait un peu petit. Quand on n'est pas d'accord au sein de son parti, on ne passe pas par tous ces artifices-là. Quand on a essayé avec la justice, on n'a pas pu déstabiliser son parti. Maintenant, on va chercher des badauds pour venir attaquer son parti. C'est pas bon. Et il y a des gens, bien entendu, qui se cachent derrière cela. On ne peut pas les identifier maintenant. Mais cela traduit quand même quelque chose de clair, quelque chose de grand, il faut le dire. Tidjane Thiam, qui a été pourtant accueilli avec enthousiasme en 2023 au sein du parti, il est aujourd'hui contesté par une partie de la base. Ça, c'est réel. Et le slogan qui était scandé, qui était brandi, on veut pas Thiam, on veut un plan B, c'est pas qu'un simple rejet personnel. Ça traduit une perte de confiance en ce que Tidjane Thiam ne peut plus réincarner, ne peut plus représenter l'alternative. Une perte de confiance dans quelle proportion? Une perte de confiance, je l'ai dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tidjane Thiam est comme une alternative. En l'absence du président Bédié, tout le monde voyait en lui celui qui va... L'alternative, il est le président du parti. Non, je veux dire à l'absence de Bédié, le PDCI a trouvé un bon remplaçant. Le président Bédié n'est pas là, donc il n'y a pas une alternative. Voilà, le PDCI a trouvé un bon remplaçant du président Bédié qui allait porter le parti, qui allait rassembler tout le monde autour du parti. Et il a quand même réussi cela. Depuis son arrivée, Tidjane Thiam a cristallisé tout le monde autour de son profil, ou du moins la grande majorité du parti. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on voit, et puis avec ce slogan qui est en train d'être prononcé, avec qui est prononcé par qui? Même si la proportion sont-ils effectivement membres
Moi, je peux affirmer, je peux affirmer qu'ils ne sont pas membres du PDCI. Il faut être véridique. Ce que moi j'ai envie de savoir assez rapidement, est-ce que dans un parti, on a la possibilité de répertorier, demain par exemple, le PDC-RDA aura un grand rassemblement. Est-ce que toutes les personnes qui seront à ce rassemblement sont fortement répertoriées? Mais je veux dire, vous savez, de façon traditionnelle, quand le PDCI sort, on sait que le PDCI est sorti. C'est mais il y a quand même une organisation. C'est-à-dire que, je veux dire que quand même, chacun sait plus ou moins. Et les manifestations sont encadrées par des responsables, de sa section, par des de sa points section, tout à vous fait. comprenez? Alors que voilà. ceux qui sont à la manœuvre derrière ces jeunes badauds là se cachent, ils n'osent même pas, ils n'osent même pas s'afficher avec eux, ils n'ont même pas de mentor, ils n'ont même pas de délégués derrière eux, ils n'ont même pas un simple représentant de comité de base derrière eux. On les a juste jetés, déposés devant le siège du parti pour s'aimer la zizanie. Alors justement, vous nous permettez d'aborder cette question, Jean-Richard, parce que la grosse interrogation, c'est qu'on voit des jeunes gens manifester, ils sont visiblement surexcités, donc on estime même qu'ils sont sous l'effet de stupéfiants, ils n'ont visiblement aucune connexion, aucun rapport avec l'ossature militante. Ils ne connaissent même pas le PDCI. Ils connaissent qui au PDCI, ça semble quand même ahurissant. C'est vrai qu'on ne peut pas identifier tous les... Non, on peut identifier tous les militants, mais pas tous les sympathisants d'une formation politique. Mais là, à ce stade, quand on a des jeunes gens qui visiblement ne connaissent pas grand monde dans l'appareil politique, bon, ça fait douter. Ah oui, ça fait douter forcément. C'est pourquoi pour certains, il y a de la manipulation. Et puis vous savez, j'ai parlé du président Billon parce que pour bon nombre de personnes, il est... Rien qu'à voir le titre preuve aujourd'hui qui permet formellement. Je vais y arriver. Rien qu'à voir le titre du nouveau réveil ce matin, un journal qui est proche du PDC RDA, qui porte très souvent la voix du parti, parle de forfaiture de trop des pro-Billon, qui estiment que Billon est derrière cette manœuvre. Non, on ne peut pas le prouver malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas le prouver. C'est vrai que le journal affiche à sa une que Billon serait derrière, mais aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas le prouver. Et puis, quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a des mécontents au niveau du PDC RDA. J'ai énuméré tantôt l'affaire Valérie Yapo, il y a eu plusieurs affaires. On sait plus ou moins qu'il y a eu une affaire interne avec Innocent Yao qui malheureusement est aujourd'hui sous mandat de dépôt. Il y a eu plusieurs affaires internes, plusieurs procédures venant même des enfants du PDC RDA. Donc après, quand on regarde tout ça, on se demande, est-ce que c'est pas de la manipulation interne? Est-ce que c'est pas un mécontentement en interne? Est-ce que c'est pas des personnes qui ont peut-être n'ont pas l'envie de s'afficher, mais qui utilisent derrière des badauds pour exprimer qu'ils sont extrêmement minoritaires, parce que si effectivement on estime que à l'intérieur du parti il y a un certain nombre de militants qui sont en désaccord avec le choix de Cham, cela suppose naturellement qu'en s'organisant, ils peuvent quand même constituer une foule assez représentative pour aller contester devant les locaux de leur parti. On les identifierait, on les reconnaîtrait. Quand on parle de Valérie Yapo, on sait qu'elle est militante du PDC-RDA. Quoi qu'on dise, même quand on parle de ses soutiens immédiats à l'intérieur du parti. Mais quand on envoie des jeunes gens... Vous savez, aujourd'hui... C'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui pourfondent Tidjane Cham à l'intérieur du PDCI ne sont pas suffisamment représentatifs sur le plan numérique. Ah oui, mais le 8e congrès l'a démontré. Au 8e congrès en décembre 2023, c'est avec 96,48% des voix qu'il a été plébiscité. Et au 9e congrès, je pense que ça avait près de 99% des voix. Plus de 99% des voix. Au regard de ces chiffres, ça montre qu'il est quand même difficile d'affronter frontalement, je vais dire comme ça, le président Tidjane Cham. Alors oui ou non, hier, y a-t-il eu manipulation lors de la manifestation à laquelle l'on a assisté à Cocody? Moi, je vais nuancer. Est-ce que ces jeunes-là n'ont pas cette volonté-là de voir autre chose au niveau du PDC? Qui sont-ils? Sont-ils militants du PDCI? Parce qu'après, non, ici nous parlons de la vie du PDCI RDA. Quand on parle du RHDP, on suppose que ceux qui doivent manifester pour contester le choix du parti, ce sont des militants ou des sympathisants authentifiés du RHDP, tout comme pour le PPAC. Mais ici, on parle de jeunes... Il peut y avoir manipulation, mais la manipulation... Qui ne font même pas partie... Enfin, si on constate des militants du PDC... Il peut y avoir manipulation, mais la manipulation peut être en interne. La manipulation peut être suscitée par des militants ou des leaders du parti qui sont aujourd'hui mécontents.
On peut certes parler de manipulation, mais peut-être que cette manipulation est en interne, comme la plupart des problèmes que le PDCI vit depuis quelques mois. Alors pour vous, c'est l'expression simplement, ou ça pourrait être l'expression du mécontentement d'une certaine partie des cadres du PDCI qui ne sont pas d'accord avec le choix de Cham auquel semble s'arc-bouter le bureau politique. Soro Djabiga, est-ce que l'on doit craindre éventuellement que de tels incidents se reproduisent à l'approche justement de la présidentielle quand on sait qu'il ne reste que 4 mois et jusqu'à preuve du contraire, le PDCI maintient comme plan de A à Z son président, Cheikh Tidiane Cham. Oui, je l'ai dit sur ce plateau, même lorsque Dame Valérie Yapo a été déboutée par la justice, je l'ai dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et ce genre de manifestation-là, il faut s'y attendre, ça va revenir, ça va persister. Parce que les profondeurs, les détracteurs de Tidiane Cham savent qu'ils sont minoritaires. Ils n'existent pratiquement pas. Avec un président qui a été élu à plus de 99%, on ne peut rien faire. Mais avec des moyens dont on dispose, des moyens financiers, on peut partir ramasser des jeunes à Cocody, à Bobo, au plateau, à Djamé, un peu partout, leur donner de l'argent et venir les déverser devant le parti pour perturber un peu Tidiane Cham. Et jusque-là, leur stratégie a quand même payé. Et malheureusement, ça a payé. Tidiane Cham a dû démissionner à un moment donné pour réorganiser encore un congrès et se faire élire, malheureusement. Et cette situation place le PDCI aujourd'hui dans une situation de vide politique, avec à sa tête un président qui est absent depuis plusieurs semaines et dont les détracteurs reprochent le fait qu'il n'a pas encore véritablement affirmé sa stratégie politique. Il est perturbé, il est distrait par toutes ces attaques. Mais qui demande toujours son certificat de nationalité. Justement, il n'a pas. Oui, justement, c'est la conséquence de toutes ces attaques-là qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas en possession de son certificat de nationalité. Et ce qui est pénible, c'est que ça vienne de l'intérieur. Et je ne sais pas si ça arrivait, c'est quelque chose qui peut arriver à tous les partis politiques. Il ne faut pas en rire. Parce que ce qui arrive au PDCI aujourd'hui peut arriver à n'importe quel parti politique, se fait attaquer de l'intérieur par des militants qui ne sont pas contents, qui sont ultra minoritaires et qui arrivent à perturber l'ordre des choses, empêcher la candidature d'un président élu à plus de 99%. Il faut se poser des questions. Il faut se demander si l'appareil judiciaire n'est pas manipulé. Alors qu'au sein du parti, il y a des instances qui peuvent quand même contribuer, qui peuvent régler des problèmes. On sort de là pour aller saisir la justice et on déstabilise le parti. Le président aujourd'hui, à l'autre côté, il ne peut pas rentrer. C'est quand même déplorable. Mais comme solution, Jean-Richard, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement, à la minorité mécontente, pour reprendre vos propres termes, s'aligner sur la volonté de la majorité, ne serait-ce que pour observer? Parce que quoi qu'on dise, quelles que soient les sorties de Jean-Luc Billon ou de ses soutiens au sein du PDCI, notamment Valérie Yapo, on a l'impression que le PDCI, dans son intégralité, sinon dans sa quasi-totalité, continue de faire bloc autour de Tidiane Cham. On estime à chaque sortie, sur chaque plateau de télévision, qu'il faut un plan B, mais les militants continuent à dire notre plan de A à Z, ça reste Tidiane Cham. Finalement, quelle est la solution? Au lieu de livrer le parti en spectacle, d'aucuns préconiserait, pourquoi pas que la minorité s'aligne? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait trouver une solution qui pourrait contenter toutes les parties? Moi, je ne crois pas. Parce que j'ai écouté Jean-Louis Billon il y a quelques heures sur un plateau de télé. Il attaque littéralement le président Tidiane Cham sans le nommer. Il a pratiquement traité de bleu. Et il estime que lorsque on se prépare à des élections présidentielles, on est censé connaître l'article 48. Lorsqu'on veut affronter la scène politique, il faut être entouré de personnes de qualité. Il a littéralement accusé le directoire du PDC RDA des amateurs. Alors une question, si éventuellement Jean-Luc Billon, qui aspire à être une alternative à la candidature de Tidiane Cham, devait être réintégré au sein de son parti en tant que figure représentative, avec qui composerait-il, puisqu'il fustige quelque part la méthode de la direction du parti, des anciens, du comité des sages, mais ce sont toujours eux qu'il devra retrouver sur son chemin. Ah oui, il serait difficile pour lui aujourd'hui d'incarner l'alternative au niveau du parti, quoi qu'on dise. Parce que il y a cela quelques mois, il a traité certains membres du directoire de Ropero. Hier encore, il les a traités de quelques heures encore en arrière, il les a traités de bleu. Or, tous les doyens du PDCI sont alignés derrière Cham. Alors finalement, ils sont eux qui sont indexés par et puis, ses propos. Il est assez clair. Depuis octobre 2011, il a dit qu'en 2025, il irait comme candidat aux élections présidentielles. Il avait déjà dit en octobre
octobre 2021. Et aujourd'hui, lorsque vous l'écoutez, il dit qu'importe la situation, il y va. Donc, c'est-à-dire, sans le PDCI RDA, il est prêt à affronter les prochaines élections. Et lui, il estime aujourd'hui qu'il faut passer à autre chose et laisser de côté le président Tcham qui ne remplit pas les conditions. Il n'est pas dans une posture où il faut défendre bec et ongle le président Tcham pour le remettre sur la liste électorale. Lui, il est dans une posture où il se verrait bien être le candidat du PDCI RDA. Aujourd'hui, l'homme estime qu'il a 60 ans, il a un excellent parcours, il a apporté énormément au PDCI. Sans lui, le PDCI serait pas à un certain moment, à un certain niveau. Donc, peut-être qu'il est dans son droit, mais j'estime qu'il en fait un peu trop, mais il sera difficile, voire vraiment difficile pour lui de s'entourer de certains cadres du PDCI quand il y a seulement quelques heures, il y a quelques mois, il est vilipende et il les traite de bleu sur certains plateaux de télévision. Djabega, pour terminer sur ce sujet, est-ce que l'engrenage est inextricable au PDCI avec les positions qui sont plus que tranchées, une minorité qui est inflexible, incarnée par Jean-Luc Billon, et certains qui n'osent pas forcément s'affirmer, et une majorité qui incarne toujours Tidjane Tcham et qui semble également indécrottable sur ses positions? Oui, moi je suis d'accord avec vous. Ce qui s'est passé hier n'est pas un simple fait divers militant. C'est l'expression d'une crise de leadership que si le PDCI n'y prête pas garde, il peut y avoir une grande crise à l'approche, à la lisière de l'élection de 2025. Et je pense qu'il est temps que Tidjane Tcham clarifie rapidement sa stratégie, notamment dans le cadre de l'alternance politique et dans l'alternance aussi de l'élection au niveau de la candidature de 2025. Il a dit qu'il reste le candidat du parti. Oui, mais... il a déjà dit. Oui, mais de façon pragmatique, de façon technique, il a été radié de la liste électorale. Il continue de maintenir sa candidature. Oui, mais ça nous justement ces nombreuses démarches. Mais après, est-ce que nous disons la même chose. J'essaie de répondre. Nous disons la même chose, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire. C'est comme Jean-Luc Billon qui revendique sa candidature. Mais ça ne suffit pas. Malgré sa revendication, Tidjane Tcham a été élu à plus de 99%. Ça ne suffit pas. Vous comprenez? C'est vrai qu'il revendique, nous sommes tous d'accord avec cela, et nous revendiquons même le respect de ses droits civiques et politiques en tant que citoyen ivoirien. Mais il faudrait qu'il soit capable d'être inscrit sur la liste électorale. Il a été définitivement radié de la liste électorale tout récemment. Vous comprenez? Et si rien n'est fait d'ici quelques temps, le parti risque de se fragiliser, le parti risque de se diviser. Parce que ce qu'on a vu, ce qui nous a été donné de voir hier, c'est qu'il y a quand même une catégorie des militants du PDCI qui ne sont pas contents, même s'ils le font, même s'ils s'expriment de façon lâche, ils ne s'affirment pas directement. Mais il y a quand même cette catégorie-là qui n'est pas contente, qui peut-être revendique une alternative, parce que Tidjane Tcham a été radié de la liste électorale. Donc je pense que, comme vous le dites, si rien n'est fait, ça sera compliqué. Il faudrait que Tidjane Tcham clarifie rapidement sa position. Aujourd'hui, tout le monde on avait tendance à le dire, qu'il est en Europe depuis peu, il est en train de multiplier les lobbies, il rencontre les grandes chancelleries, il rencontre les organisations internationales en vue de faire pression sur le pouvoir d'Abidjan pour qu'on puisse le réintégrer, pour qu'on puisse respecter ses droits, pour qu'on accède aux revendications de l'opposition, mais jusque-là, rien n'est fait. Et on approche inéluctablement vers la date de l'élection. C'est un peu compliqué. Donc, au niveau de la chapelle, au plan interne, les gens s'inquiètent aujourd'hui. Le PDCI se retrouve comme un orphelin. Il n'a pas de candidat. Son président est perché de l'autre côté. Ça fait plus de 2 mois maintenant. C'est compliqué. Donc, essayez de comprendre quand même cette frange des militants. Voilà. Même si les méthodes sont un peu controversées, essayez de le comprendre. Le PDCI n'a jamais été dans cette situation. Même après le décès du président Oufouet, il y avait encore des dirigeants qui étaient là. Il y avait des divisions, mais les dirigeants étaient là. Après le décès d'Oufouet, Tidjane Tcham a su tenir le parti. Il a cristallisé tout le monde autour de lui. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ces dictateurs ont réussi à déstabiliser le parti au point qu'aujourd'hui, on se retrouve sans président entre griffes. Et puis, très rapidement. Ce que je vais ajouter assez rapidement, au-delà de cet aspect, Tidjane Tcham, je l'ai très souvent dit ici, a la capacité, a la possibilité de porter une candidature. Et cela permettrait à cette personnalité ou ces personnes tapis dans l'homme qui manipulent un certain nombre de jeunes de rester silencieux à jamais. Parce que c'est vrai que Billon estime pour sa part qu'il pourrait défendre valablement le parti, mais pour certains, Billon n'est pas le choix du parti, mais au-delà de Billon, il y a certaines personnes qui ont exprimé un certain nombre de mécontentements. On me demandait il y a déjà quelques semaines, Jean-Richard, sur ce même plateau, Tidjane Tcham aujourd'hui fait une sortie, il décide d'adouber une personnalité quelconque au sein de son parti qui est assez bien connu des militants. Est-ce que pour autant cela contrerait Jean-Luc Billon notamment à renoncer à ses ambitions présidentielles? Ça sera la possibilité, comme Soro le dit très souvent, d'organiser une convention. Parce qu'après, une convention assez ouverte. le choix de Tcham ne serait pas contraignant
pour Jean-Luc Billon. C'est-à-dire que est-ce que quel que soit le schéma aujourd'hui pour lequel le PDC ou Cheikh Tidiane Thiam va opter, qui disent aujourd'hui je choisis peut-être Soro Djabiga comme candidat du PDC, est-ce que les autres seraient contraints de se dire ok, d'accord, on voulait un plan B, on a notre plan B, on va taire les querelles. Ce serait quand même difficile. Vous savez Jean-Luc Billon dire ceci, mais quel que soit ce qui pourrait advenir, j'irai quand même. Certains estiment qu'il est venu comme un cheveu sous la soupe et il ne doit pas être à la place où il est aujourd'hui, qu'il a passé 20 ans à l'extérieur. Ce serait l'occasion. Qui le dit? Mais il le dit ils sont nombreux à le dire. Il a été élu avec plus de 99%. Donc je demande, je veux savoir qui le dit. Valérie Appoff, ce sont ses détracteurs. Ses détracteurs fustigent son absence. Elles estiment qu'il n'a pas une connaissance du terrain. Jean-Louis Billon l'a dit il y a quelques mois. Que pèsent ces personnes-là au sein du PDCI? Rien, pratiquement rien. C'est pourquoi j'estime qu'aujourd'hui, n'étant pas sur cette liste électorale, il a la possibilité de porter une candidature. Faire la place à Jean-Louis Billon. Pas forcément. C'est toute forme de murmure. Pas forcément. Moi, j'aimerais poser la question à Adi. Pour de nombreux candidats et pour de nombreux militants du PDC RDA, Jean-Louis Billon n'est pas forcément la personne idéale. Non, parce qu'il ne fait que critiquer, il ne fait que critiquer, mais je veux savoir. Est-ce que vous savez, la dernière fois que Jean-Louis Billon s'est rendu au siège du parti, il ne parle pas, il ne se rend pas au siège du PDCI. Il ne fait que sillonner les médias, les télévisions. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un militantisme? C'est pas ça le militantisme. Il n'a pas été démocratique, il n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Il porte un certain nombre de critiques. Au regard de cette situation, on va y aller pour le mettre en minorité, on organise. Si le président Tidiane Thiam n'y va pas, on organise une convention. Non, mais il y a eu une convention, il n'y était pas. Il y a eu un congrès, il n'y était pas. S'il est battu, je pense qu'il va justement changer complètement de sujet. On va s'orienter. Jean-Luc Billon fait tout ce qu'il peut pour éviter la confrontation. On va se déplacer carrément pour voyager à des milliers de kilomètres d'Abidjan, sortir un peu de notre carcan politique interne pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, sinon depuis hier, au Moyen-Orient, entre Israël et l'Iran. Alors l'État hébreu qui a frappé des cibles stratégique sur le territoire iranien, ce qui a été assez inattendu parce que personne n'aurait imaginé, après tout ce que l'on a connu comme escalade ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu des échanges de tirs entre les deux pays ennemis en octobre ou novembre dernier, mais ce qui se passe depuis hier, l'appareil militaire iranien a littéralement été décapité par l'armée israélienne. Alors à ce sujet, il faudrait justement qu'on essaie d'abord d'avancer de façon progressive. Commençons par ce qui se passe à Gaza. À Gaza, depuis le 7 octobre 2023, date du raid meurtrier et génocidaire mené par le Hamas sur certaines localités israéliennes, l'armée israélienne ne fait que monter en puissance dans son offensive pour enrayer, pour effacer le Hamas de la gestion de ce territoire, de cette enclave qui reste toujours qui aspire toujours à l'indépendance, même si elle est supposée être la continuité, de la Cisjordanie. Soro Djabiga, que dire justement de la légitimité de cette offensive israélienne sur Gaza, qui dure quand même depuis vraiment plus d'1 an, sinon près de 2 ans. D'abord, j'aimerais noter, tout le monde le sait déjà, j'aimerais noter que le Moyen-Orient est l'une des régions les plus secouées, les plus instables du monde entier. Voilà. Et à travers ce conflit qui a déclenché encore hier, moi, de mon analyse personnelle, je dirais que Israël a fini de déstabiliser, a fini de détruire toutes les branches de résistance. Il reste maintenant l'arbre qu'il est en train de déraciner. Il reste encore le Yémen. Non, je viens. Quand je dis qu'il reste maintenant l'arbre qu'il est en train de déstabiliser, le Hamas a été déstabilisé, le Hezbollah a été déstabilisé, Bachar al-Assad aujourd'hui ne se retrouve plus. Et il a quitté le pouvoir. Ouais, quand je dis qu'il ne se retrouve plus, il n'a plus les manœuvres dont il disposait avant pour pouvoir agir. Pouvoir, voilà, justement. Donc aujourd'hui, il reste l'Iran
qui est le tronc d'arbre qui est en train de se faire déraciner. Parmi les proxys justement de l'Iran dans la région, on avait la Syrie, on avait le Hezbollah libanais, l'organisation chiite libanaise, on avait également, en fait, ces dernières années, le Hamas, qui avait opéré un rapprochement stratégique avec Téhéran, mais on a aussi et surtout le Yémen avec les Houthis, qui subsistent toujours et qui continuent d'agresser Israël, même pas des poches, mais qui continuent de mener une sorte de guerre à Israël. Bon, moi, ce sont les conséquences qui m'ont interpellé après les images qui nous ont été données de voir. Et cette guerre de communication qui sévit depuis le déclenchement de ce conflit-là. J'aimerais déjà donner un aperçu à nos abonnés pour qu'ils comprennent que la guerre n'est pas seulement que militaire, elle est diplomatique, elle est religieuse, elle est sociale, elle se tient aussi au niveau de la communication. Par exemple, au niveau des chapelles israéliennes, par exemple, on dit des missiles iraniens ont frappé le centre de Tel Aviv. La télévision iranienne diffuse encore des moments exacts depuis le début de la guerre. Les sirènes d'alerte aérienne retentissent dans les territoires occupés, marquant le début des frappes aériennes. Toujours du côté israélien, des barbecues au charbon de bois à Tel Aviv prennent un tournant dramatique. Maintenant, les médias, je reviens maintenant sur le côté des médias iraniens. L'entité sioniste a commis une erreur grave et insensée dont les conséquences seront désastreuses. Israël rétorque. Tout Israël est sous le feu. Et ça, c'est l'Iran qui rétorque. Tout Israël est sous le feu des tirs iraniens. Vous comprenez vous parlez des développements de ces dernières années. Voilà. Vous comprenez que ce conflit va trop loin. Et les grandes puissances ne font rien. Moi, j'ai suivi des reportages où des gens appellent à des implications diplomatiques des grandes puissances. Malheureusement, Donald Trump, qui est un grand soutien d'Israël, lui a pris... En fait, la question concernait d'abord Gaza. Voilà, Gaza où Tzal reste active sur le terrain. Et jusqu'à présent, on ne voit aucune perspective de sortie de crise parce que le Hamas continue de détenir des otages israéliens dont la plupart sont décédés. C'est désormais une certitude. Et dans le même temps, Israël tient à voir cette organisation qu'elle qualifie de terroriste être déboulonnée de ce territoire palestinien. Alors, sur ces entrefaits, est-ce que Georges Cherenguessan, vous estimez que comment est-ce que d'abord vous percevez cette présence militaire de Tzal qui se renforce dans l'enclave de Gaza? Vous savez, vous avez évoqué l'attaque du 7 octobre 2023 et au regard de cette attaque, Israël avait une sorte de légitimité en attaquant Gaza. Mais aujourd'hui, avec la situation qui prévaut dans cette partie du monde, on se pose quand même un certain nombre de questions. Vous savez, aujourd'hui, il y a la famine, l'accès aux soins sont limités, le déplacement, on observe un déplacement massif des populations. On nous dit qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées. L'opération dure. Aujourd'hui, on se demande à quand la fin des opérations à Gaza. Parce que le Hamas reste toujours présent. Oui, quoi qu'on dise, le Hamas reste une nébuleuse. Est-ce qu'il y a la possibilité d'extirper définitivement de Gaza le Hamas? Moi, je me pose cette question. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Parce qu'on est parti pour assister à un conflit qui va durer dans le temps. Parce que le Hamas a cette capacité-là de se réinventer à chaque fois. Mais il faut noter qu'il y a de plus en plus de mouvements parallèles qui émergent et qui tentent à concurrencer le Hamas sur le terrain, surtout avec son affaiblissement. Effectivement. C'est pourquoi je me pose des questions sur aujourd'hui la légitimité de cette opération à Gaza. Mais des factions qui sont visiblement encouragées par Israël. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Israël a la possibilité de faire taire toutes ces factions-là au niveau de Gaza? Moi, je m'interroge. C'est quasiment impossible. C'est au regard de cette situation que, c'est vrai, on condamne certains pays qui fustigent Israël quant à sa posture à Gaza, même si les attaques du 7 octobre ont été condamnées par le monde entier. Mais aujourd'hui, pour ce qui nous est donné de voir à Gaza avec ces déplacés, ces enfants qui sont dans la famine, l'accès aux soins qui sont limités, 2 millions de personnes déplacées, on s'interroge. Est-ce qu'à un certain moment, il ne faut pas s'arrêter pour discuter? Parce que qui portera la voix des Gazaouis? Qui portera la voix des Palestiniens? Mais est-ce que le problème, parce qu'il faut dire qu'avant 2005-2006, Gaza n'était pas dirigé par le Hamas officiellement. Non, finalement, le problème, c'est le Hamas. Finalement, parce que
Avec l'OLP, il semble avoir une sorte de dialogue à Ramallah avec l'autorité palestinienne. On arrive à discuter plus ou moins. C'est vrai qu'en Cisjordanie, il y a toujours des incidents avec l'armée israélienne, mais ce n'est pas aussi intense que ce que l'on observe à Gaza. Et pourtant, à Gaza, on a une organisation qui a comme credo Israël n'a pas le droit d'exister en tant que nation dans la région, au Proche-Orient, et Israël qui dit alors plus que des gens qui ne veulent pas nous voir exister, qui nient notre droit à l'existence, on ne peut pas non plus les laisser garder le pouvoir sur place. Alors finalement, un dialogue, pourquoi ? Vous savez, quoi qu'on dise, le Hamas a une grande responsabilité au regard de ce qui se passe aujourd'hui. N'eût été les attaques du 7 octobre dernier. Moi, je me rappelle d'une déclaration du conseiller à la sécurité des États-Unis qui saluait notamment une certaine accalmie dans la région il y a cela quelques années, en 2022. Et quelques mois après, il y a cette attaque qui surgit. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc le Hamas est en quelque sorte responsable de ce qui se passe. Mais au regard de la situation aujourd'hui à Gaza, on s'interroge. Est-ce qu'à un certain moment, il ne faut pas s'arrêter pour discuter? Mais ce qui est plus ou moins difficile à comprendre, c'est que Israël, en dépit des condamnations, de tout ce qui se passe sur le front diplomatique, a toujours cette capacité-là à mener ses opérations. On a vous parlé justement de condamnation. Juste rappeler qu'en novembre dernier, précisément le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a délivré 2 mandats d'arrêt à l'encontre premièrement du chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, justement pour la multiplication de ce qu'on qualifie d'exactions dans la bande de Gaza. Selon la CPI, Israël n'est pas signataire du traité de Rome. Malheureusement. Ça n'a pas de conséquences, même si aujourd'hui cela restreint les possibilités de déplacement de l'autorité israélienne. Oui, ça n'a pas de conséquences. Et vous savez, cette perte de légitimité de la Cour pénale internationale n'est pas seulement inhérent au Moyen-Orient. Ça se passe un peu partout dans toutes les localités du monde entier, notamment en Côte d'Ivoire, un peu partout. Les décisions de la CPI sont contestées. Je veux dire que le problème aujourd'hui, c'est le Hamas. Et l'Israël aujourd'hui est une grande puissance. Il faudrait que la communauté internationale arrive à se départir de ses alliances militaires et de ses considérations de réel politique pour pouvoir mettre fin à ce conflit-là. Parce que, oui, mais il faut d'abord associer toutes les parties prenantes de ce conflit-là. Il faut faire une intervention accrue des bases modérées, des leaders modérés qui sont impliqués dans ce conflit-là. Comme la gauche israélienne, voilà, par exemple. Et s'atteler à neutraliser toutes les bases résistantes, tous les leaders qui sont encore intransigeants sur leur position. On ne va pas dire qu'Israël est intransigeant sur sa position. C'est 2 entités qui se combattent. Le Hamas aussi, il faut reconnaître que le Hamas est carrément le vrai problème de ce conflit. Parce que quand on observe bien, on sent que Israël bombarde partout où il y a le Hamas. Il faut faire asseoir ces différentes parties, il faut faire intervenir les organisations internationales, il faut faire intervenir toute la Cour pénale internationale, l'organisation internationale, tout le monde pour pouvoir intervenir, pour pouvoir mettre... Mais Israël ne veut pas discuter avec le Hamas, qu'elle considère comme... Oui, mais il faut trouver des moyens de pression pour l'y contraindre. Parce que là où on est en train de partir aujourd'hui, il n'y a plus de vie là-bas. Au-delà, la France préconise sa solution, tout comme d'autres États européens, la fameuse formule à 2 États. Malheureusement, Israël et la France même semblent plus ou moins prêtes à franchir le pas, comme certains l'ont déjà fait. C'est une solution qui est de plus en plus recommandable parce qu'il faut reconnaître que cette guerre israélo-palestinienne a carrément dépassé les frontières des 2 pays aujourd'hui. Cette guerre s'est métastasée depuis plusieurs années dans plusieurs pays et on voit les conséquences. Donc je pense que cette solution qui est préconisée par la France est recommandable. Il faut les amener à discuter. Et il y a quand même des moyens de pression qui peuvent exister. La communauté internationale dispose de plusieurs manœuvres. Je pense que tout est encore possible. On peut les ramener sur la table de discussion pour pouvoir freiner la saignée. Ce soir, la France, par l'intermédiaire du président français, a réitéré sa volonté ou sa disponibilité à soutenir Israël dans ses efforts militaires contre l'Iran si éventuellement une guerre directe venait d'être déclenchée entre les 2 pays, entre Israël et l'Iran, puisque maintenant nous abordons le chapitre de la guerre qui sévit depuis hier. C'est vrai qu'on l'a abordé un peu tout à l'heure avec Soro Djabiga, mais Jean-Richard Nguesson, aujourd'hui on semble être allé dans une impasse. Le régime fondamentaliste iranien des moullards refuse absolument d'accepter l'existence d'Israël dans la région, tout comme le Hamas
tout comme le Hezbollah, tout comme les rebelles Houthis au Yémen, ils estiment qu'Israël n'a pas sa place là. Et cela dure depuis maintenant 46 ans exactement, donc depuis l'arrivée des moullards au pouvoir, pardon, des ayatollahs. Et là, jusqu'à présent, Israël aussi estime que l'Iran, en tant que menace existentielle, ne doit pas être doté de l'arme nucléaire. Alors, le conflit auquel on assiste depuis plusieurs, les bombardements israéliens, se justifie selon Jérusalem par le fait que l'Iran est sur le point de se doter de l'arme atomique, ce qui, dans sa posture, représente un danger particulièrement fort pour la survie de l'État hébreu. Oui, effectivement. Vous savez, cette opération, au regard de l'histoire et de la posture de l'Iran vis-à-vis d'Israël, Israël prend ses dispositions. Et cette opération à laquelle nous avons assisté est une opération qui a été préparée depuis des années. Et vous, lorsqu'on regarde le schéma, lorsqu'on regarde plusieurs bases militaires qui ont tout non seulement Téhéran ont été bombardées, plusieurs responsables militaires, le chef d'état-major a été tué. C'est-à-dire que Israël ne reste pas dans son coin, ne reste pas inactif. Elle a pour objectif de se défendre. Et vous savez aujourd'hui, dans cette posture de défense, Israël reste l'une des puissances militaires, la 15e puissance militaire au monde. Et l'Iran aussi est une puissance militaire, mais elle préfère être sur la défensive. Et pour ce qui nous est donné de voir, Israël a plus ou moins raison de se défendre face à la posture de l'Iran aujourd'hui. De Téhéran. Oui, face à... ça a commencé par le Hamas, hein, et du Hamas aussi. Ah oui, parce que dans la région, Israël a été constamment menacé. Avec des prises d'otages, tout ça. C'est beaucoup plus récent, seulement à peine 30 ans, mais avec le régime iranien, ça dure quand même depuis la chute du régime du Shah. Ah oui, et ce qui montre aussi la puissance militaire d'Israël, parce que plus de 200 avions de chasse ont été mobilisés pour cette opération. Et l'Iran se sentant frustré, puisque l'Iran, dans la région, estime étant une puissance, au regard de ce qui s'est passé, c'est pratiquement un désaveu pour le pays. Donc le pays se doit... Aujourd'hui, on voit des attaques se multiplier face à Israël, mais... Est-ce qu'on va assister à une escalade? Une information que l'on apprend à l'instant, les Américains sont en train justement de soutenir Israël dans son élan de destruction des missiles iraniens. Parce qu'il faut dire que plusieurs vagues de missiles sont lancées contre les grandes villes israéliennes, contre les grands centres urbains, et les Américains s'y mettent, certainement que la France ou les autres pays européens s'y mettront incessamment. L'Iran aujourd'hui... S'y mettront, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Oui, pour défendre Israël, pour défendre le ciel israélien, comme ils l'ont fait déjà par le passé, comme ils sont en train de le faire actuellement, même si Washington a très vite indiqué, dès le début des affrontements, qu'il n'a pas été associé à cette offensive. Est-ce qu'on n'est pas en train de frôler la troisième guerre mondiale? Non, attention, justement, c'est la question que je m'apprête à vous poser, parce que l'Iran est dans une posture visiblement délicate. L'Iran qui se retrouve pratiquement isolé. L'isolement a été renforcé sous le premier mandat de Trump avec les accords d'Abraham, qui a carrément coupé l'Iran. Déjà que l'Iran est dans le monde arabo-musulman, mais l'Iran est une puissance chiite qui n'est pas une puissance arabe. Même s'il y a une minorité arabophone qui n'est pas forcément en Iran, des CTT avec la Ligue arabe. Non, mais justement parce que l'Iran est opposé au régime sunnite traditionnel que l'on connaît notamment dans le Golfe et même dans le Maghreb, même si l'Iran soutient la cause palestinienne. Et l'Iran qui aujourd'hui voit tous ses proxys carrément rompus. La Syrie est tombée, qui d'autre le Hezbollah a été lourdement fragilisé. La Russie qui est impliquée dans une guerre contre l'Ukraine. Dans une guerre vraiment difficile à cerner contre l'Ukraine. Et qui est impliquée encore dans la sous-région avec le Mali qui est en difficulté. Il n'y a que le Yémen aujourd'hui, mais là encore pas tout le Yémen. Les rebelles Houthis du Yémen, sur ces entrefaits. Est-ce que l'Iran n'est pas carrément dans une position absolument délicate pour mener une guerre à long terme face à Israël? Non, l'Iran ne peut pas mener une guerre à long terme, même à court terme. L'Iran est isolé. C'est à quoi que tout a été préparé. Il n'y a pas de surprise. D'abord, avec les fondements de Bachar al-Assad, ça a été un coup dur pour l'Iran. Et avec la guerre contre l'Ukraine que Poutine mène aujourd'hui depuis plus de 2 ans déjà, faut le dire. La Russie qui est le plus grand allié de l'Iran. La Russie est quand même essoufflée.
Et la Russie est impliquée dans plusieurs conflits dans la sous-région avec Wagner. C'est pas facile. Et la Russie est de plus en plus sollicitée par les pays de l'AES, notamment le Mali, comme je le disais tout à l'heure. Il y a également le Burkina et le Niger. Ces pays-là qui est issu des revers. Ces pays-là qui est issu des revers face à la montée en puissance du terrorisme. Et on voit que l'axe est un peu compliqué aujourd'hui. Nous avons deux fronts. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a le bloc occidental et le bloc communiste. C'est vrai que le bloc communiste a été cassé, mais l'esprit demeure. Et cet esprit-là qui est porté par la Russie aujourd'hui, la Russie qui est en difficulté, il sera forcément difficile pour l'Iran de tenir ce front-là pendant plus d'une semaine. Quand on sait que les États-Unis sont en train de s'y mêler, ça sera vraiment compliqué. Juste vous rappeler ceci, parce que l'Iran, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est pas notre sujet, mais il faut quand même le souligner, l'Iran, qui jusqu'à présent reste l'un des principaux soutiens militaires de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Effectivement. Mais ce soutien même qui est impliqué justement l'Iran qui fournit la plupart des missiles, des drones suicides qui sont tirés contre le territoire ukrainien, l'Iran qui se retrouve aujourd'hui elle-même contrainte de faire face à une guerre, et non pas des moindres, contre l'État hébreu, qui sera très vite rejoint dans son offensive par des puissances comme les États-Unis ou certains pays européens. Moi, finalement, je m'interroge, est-ce que ces grandes puissances-là ne se sont pas donné rendez-vous dans ce bloc pour pouvoir affaiblir la Russie? Parce qu'on voit l'Iran, mais par derrière, c'est la Russie qui est en train d'être touchée. Une guerre par procuration? Par procuration, comme on le voyait pendant la Seconde Guerre mondiale, par petits pays interposés. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver, le bloc communiste qui est la Russie aujourd'hui. Le bloc de l'Est. De l'Est qui sera fortement fragilisé. Déjà, face à l'Ukraine qui n'arrive pas à démarrer, ça sera compliqué. De bonnes nouvelles pour l'Ukraine, peut-être? Est-ce qu'il peut déjà commencer à sabler un peu le champagne? Parce que c'est clair que la Russie ne peut pas aider l'Iran dans cette condition. C'est clair. Et puis vous savez, l'Iran a aidé constamment la Russie. Aujourd'hui, si l'Iran rentre en guerre avec Israël, elle sera beaucoup plus portée sur cette guerre. Et puis, Israël a réussi à porter l'estocade, parce que lorsque vous arrivez à mettre à mal le régime à travers sa cellule militaire, puisque Hossein Salami, qui est celui-là qui porte l'idéologie militaire du régime, il a été tué. Plusieurs membres de l'état-major, non seulement l'état-major terrestre, l'état-major de l'armée de l'air ont été touchés. Donc, c'est dit que Israël est en position de force. Et Netanyahou déclare tout à l'heure, il y en aura plus à venir. Ah oui. Ça fait plusieurs fronts quand même pour le bloc de l'Est, et ça sera compliqué pour eux de s'en sortir. Mais c'est difficile aussi pour Israël qui, depuis ça va faire bientôt 2 années qu'elle mène une guerre à répétition. Israël n'est pas seul. C'est aussi ça la force d'Israël. C'est aussi ça la force du pays, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suivais il y a quelques semaines un reportage où on sentait une certaine lassitude de la population, une certaine lassitude même des forces armées, parce que être dans une guerre pendant 2 ans, 3 ans après, il y a une certaine lassitude. Aujourd'hui, la première fois depuis 1948. Mais aujourd'hui, lorsqu'on écoute les populations, il y a cette volonté-là d'aller plus à une négociation avec Gaza, avec des responsables politiques de ce côté-là. Mais aujourd'hui, Israël est dans une poursuite où il faut éradiquer, vaille que vaille, le Hamas, éradiquer toutes les personnes qui sont dans une position de mettre à mal l'État d'Israël. Et je pense que Netanyahou le réussit si bien, même s'il reste contesté assez fortement du côté de l'Israël. En 30 secondes, un dernier mot pour chacun. Soro Jabiga, l'objectif de l'État hébreu, il est clair aujourd'hui, notamment de la droite israélienne, c'est la disparition du régime fondamentaliste iranien. Est-ce que cela est réalisable? Oui, c'est réalisable, mais moi je vais plus loin. Mon inquiétude va au-delà même de cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je crains qu'on ne replonge encore dans une 3e guerre mondiale, parce que ça fait plusieurs fronts qui sont ouverts, et plus dans tous ces fronts-là, ce sont les 2 grandes parties qui sont tout en opposées. Il y a le bloc occidental et le bloc de l'Est. Et là, même au niveau de l'Afrique ici, ça se sent. On sent déjà le bloc occidental qui est opposé encore au bloc de l'Est. C'est un peu compliqué. Et moi, je crains qu'on replonge encore dans une 3e guerre mondiale. Et vivement que ça n'y arrive pas. Comme je l'ai dit, il faut que toutes les grandes organisations s'y impliquent pour éviter que, on replonge dans une spirale de violence internationale. C'est réaliste, cet objectif, pour Netanyahou?
Il est difficile pour la communauté internationale de faire entendre raison à Israël. Vous savez, Netanyahou est dans une posture assez difficile du côté d'Israël. Il est fortement critiqué par une partie de la population, par une partie de la classe politique. Au regard de cela, il doit son salut, quoi qu'on dise, à toutes ces opérations militaires. Il se positionne comme étant celui qui a la possibilité, les capacités, non seulement intellectuelles, les capacités pour défendre Israël. Donc aujourd'hui, être dans une position pacifiste ne l'arrangerait pas lui-même. En 20 secondes, Jean-Richard, dites-nous, est-ce que vous pensez que l'objectif d'enrayer le régime des ayatollahs en Iran, c'est possible pour Netanyahou? Oh, cela reste difficile. C'est vrai qu'il va porter l'estocade, il va essayer d'affaiblir le régime iranien, mais de là à mettre à mal totalement l'Iran, je ne crois pas, parce qu'il y a plusieurs fronts qui s'ouvrent devant Israël et je ne pense pas véritablement qu'il va aller à une guerre frontale sur la durée avec l'Iran. Là, je ne crois pas. Très bien, merci bien d'avoir décortiqué avec nous ce sujet tous les deux. On va aller à votre revue de presse assez rapidement. C'est vrai qu'on a vraiment bouffé le temps avec ce sujet sur le Moyen-Orient. Ouvrons cette revue de presse comme de coutume avec l'intelligent d'Abidjan qui parle de la nouvelle révision électorale pour la présidentielle 2025, élections en danger et péril constitutionnel, loi logistique parrainage, une formation des mandataires des candidats sur le mode opératoire des parrainages se prépare. Et puis l'intelligent nous fait savoir que l'organisation du président Laurent Gbagbo, mouvement Trop c'est trop, Gbagbo dément toute insurrection et puis coopération Côte d'Ivoire-Allemagne. Le Premier ministre Begré Mambé mobilise près de 33 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience climatique. Poursuivons notre série avec Le Patriote qui parle également de la lettre ouverte du président Laurent Gbagbo, un ramassis de contre-vérités titre le journal, l'ex-chef d'État trahit l'impuissance du PPACI. Et puis on nous parle également de la rencontre RHDP, délégation de l'Union africaine, des échanges satisfaisants, nous fait savoir Le Patriote. Et puis l'avenir revient également sur le président Laurent Gbagbo, usé par des luttes sans succès, Gbagbo comme un vieux lion sans croc. Le Jour Plus parle également des propos guerriers tenus par le président Laurent Gbagbo du côté de Port-Boué. Gbagbo met de l'eau dans son vin. Le président du PPACI, Trop c'est trop, n'est pas un mouvement insurrectionnel. Et puis le quotidien d'Abidjan nous parle également du président Laurent Gbagbo, crise préélectorale. Dans une lettre ouverte, Laurent Gbagbo appelle le peuple à la mobilisation. Le mouvement Trop c'est trop est prêt. Et puis du côté du PDCI RDA, le nouveau réveil nous apprend que les agitations de quelques badauds devant le siège du PDCI RDA hier sont une forfaiture de trop des pro-Billon. Et le journal interpelle les militants à être vigilants. Et puis le journal informe également sur la grande mobilisation du soutien au président du PDCI RDA, M. Tidjane Tcham, samedi 14 juin 2025 à partir de 8h. Grand rassemblement du côté des deux plateaux, c'est dans la commune de Cocody. Et puis le Bélier Intrépide nous informe également de cette marche de protestation du 14 juin. Le PDCI RDA passe à l'offensive, nous informe le Bélier Intrépide. Et puis l'Inter parle également de la présidentielle 2025. Le chef de délégation de l'Union africaine à Abidjan déclare ceci: on ne voudrait pas que la Côte d'Ivoire puisse revenir aux démons du passé. Et Mambé qui réagit à la dernière sortie du président Laurent Gbagbo. Et puis le journal gouvernemental Fraternité Matin met en lumière l'inauguration de l'école du bâtiment par le Premier ministre Begré Mambé, maçonnerie, peinture, carrelage. Le président vous trace un chemin royal, informe le Premier ministre Mambé dans son discours. Et puis terminons, une fois n'est pas coutume, avec l'information sportive, avec Super Sport, qui barre à sa une sport ivoirien. Les anciens de la presse plaident pour une reconnaissance
Assemblée générale mixte de la Fédération ivoirienne de football. Les clubs et la FIFA se parleront face à face le 30 juin prochain. Et puis le journal nous informe également que le mondial des clubs 2025, 6 confédérations, 32 équipes pour un trophée. Les joueurs à suivre, le programme complet de la compétition à retrouver dans le Super Sport. Merci Benjamin Cherguesson. Soro Djabiga, lundi on vous donnera l'occasion de faire sortir vos différents cartons parce qu'on a... Bon, allez, même pas 30 secondes. D'abord, je suis d'accord avec le titre de l'intelligent qui dit que élection en danger, parce qu'effectivement nous sommes en danger. Voilà pourquoi c'est ce qui justifie la visite de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais noter que l'opposition et le pouvoir en place sont en train de faire la communication du mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Dans presque toutes les grandes unes aujourd'hui, on a entendu parler du mouvement Trop c'est trop, même si cela est critiqué, mais ils sont en train de faire le jeu du mouvement Trop c'est trop. Et la marche du PDCI. Il faut dire que les choses sont en train d'évoluer au niveau de l'opposition. Le PDCI va de façon crescendo et cette marche-là va enregistrer une grande mobilisation. Absolument. Merci beaucoup, Soro Djabiga. Vous avez l'occasion de dégainer, mais vous avez dégainé. Et c'est sur ces observations qu'on va se séparer pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours le lundi pour d'autres numéros, pour reprendre la semaine d'analyse de l'actualité dans le cadre de l'Intelligent Club. D'ici à là, portez-vous bien et excellent week-end à tous.